Octobre Rose est une campagne nationale et internationale autour du cancer du sein. Aimables téléspectateurs, et nous avons souhaité apporter notre soutien, mais aussi notre contribution, question de sensibiliser, n'est-ce pas, nos amis, nos consoeurs, nos téléspectateurs, mais aussi nos internautes, parce que c'est les rendez-vous non seulement des téléspectateurs, mais aussi les rendez-vous des internautes. Et pour cela, nous sommes avec un gynécologue de taille. Il est permanent dans cette émission. Il s'appelle bel et bien Dr Bavie. C'est un gynécologue. Avec lui, en tout cas, nous allons parler ce grand sujet, ces grands sujets qui fait vraiment débat. Dr Bavie, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission encore une fois. Merci beaucoup, merci. Ok. Alors, notre première question, c'est par rapport à cette pathologie que nous appelons le cancer. Alors déjà, parle-nous en quelques mots ou en bref, c'est quoi exactement le cancer du sein? Bon, le cancer, comme vous le savez, c'est une maladie qui survient du fait qu'il y a des anomalies, des vieillissements de la cellule. Quand une cellule vieillit, elle doit mourir. Alors, il y a des cellules qui ne meurent pas. Il n'y a pas l'apoptose, comme on dit, cellulaire. À ce moment-là, la cellule se rebelle et puis continue à proliférer. C'est ça qu'on appelle le cancer. Et le cancer concerne tous les tissus, tous les organes du corps. Vous pouvez en avoir à la peau, vous pouvez en avoir aux yeux, vous pouvez en avoir au ovaire, vous pouvez en avoir aux testicules, vous pouvez en avoir un peu partout. Mais ici, comme il s'agit de cancer du sein, c'est une pathologie qui concerne la glande mammaire qu'on appelle le sein. C'est une pathologie qui touche aussi bien les femmes que les hommes. On parle de cancer chez les femmes, mais ça touche aussi les hommes. Donc s'il y a 150 femmes qui sont atteintes de cancer du sein, il y a un homme qui peut avoir le cancer du sein aussi. Donc le dépistage ne concerne pas seulement les femmes, il devait aussi concerner les hommes, parce que les hommes, chez eux, on le découvre très tard et ça fait que souvent ils en meurent sans savoir de quoi ils sont morts. C'est ça le cancer. Donc en fait, c'est une pathologie qui est très fréquente et cette pathologie fait, par exemple aux États-Unis, il y a 5 ans, on avait fait les statistiques, il y avait à peu près 40 000 décès dus au cancer du sein. Et parmi ces 40 000, il y a aussi, on a trouvé 180 000 qui étaient de nouveaux cas invasifs. Donc, des nouveaux cas qu'on a trouvés pendant cette année, c'était 180. Et sur les 180 000, il y avait 2000 hommes aussi qui avaient le cancer invasif du sein. Donc, c'est une pathologie qui existe chez nous. Bon, malheureusement, je ne sais pas vous donner les statistiques, mais quand on consulte, on voit quand même qu'il y a le cancer du sein ici aussi. Ok, très bien. Et même téléspectateurs, vous avez remarqué, vous avez compris un élément très important, c'est-à-dire les cancers du sein n'existent pas seulement chez les femmes. C'est vrai que le taux est beaucoup plus élevé, mais on trouve également le cancer du sein chez les hommes. Mais les cancers du sein restent en tout cas une forme de cancer le plus fréquent chez les femmes. Alors, nous sommes toujours en train d'évoluer dans cette émission Dr Bavie. Il existe combien de types de cancer? Bon, le cancer du sein, le cancer le plus fréquent, parce qu'il y a des cancers qui sont plus rares. Il peut y avoir le cancer du sein qui concerne aussi le tissu fibreux, le tissu conjonctif. Mais le cancer le plus fréquent, 80%, c'est le cancer qui concerne ce qu'on appelle le carcinome canalaire. Et puis vous avez le carcinome lobulaire, ce sont les plus fréquents. C'est quoi le cancer, le carcinome canalaire? Ça signifie que quand vous avez le lait qui est sécrété au niveau du sein, le lait est sécrété au niveau des lobules et puis ça passe dans le canal qu'on appelle canal galactophore et puis après ça va vers le mamelon et le lait sort par là. Alors tous ces canaux là-bas par lequel le lait coule, ce canal peut justement être à l'origine du cancer. Ça c'est le cancer le plus fréquent. Alors, il y a d'autres cancers, comme je vous ai dit, les sarcomes ou autres, ce sont des cancers qui touchent les tissus fibreux, la graisse, etc. Mais ça ne touche pas le canal. Le canal, c'est le canal qui est le plus fréquemment à l'origine du cancer du sein. Voilà. Ok, très bien. Alors, les symptômes cliniques? Bon, les symptômes cliniques, quand une femme est habituée à se regarder, elle verra par exemple que le sein change de couleur, la peau a changé de couleur, ça paraît par exemple rougeâtre, ça c'est anormal. Vous pouvez avoir aussi
le mamelon qui est rétracté, qui regarde, au lieu de regarder normalement tout droit, peut regarder à côté, en bas, etc. Donc le mamelon est rétracté. Vous pouvez avoir une fossette, donc comme si on avait pressé, il y a une petite, un petit, enfin pas trou, mais il y a un endroit qui est enfoncé. Ça, c'est déjà un signe de cancer. Vous pouvez aussi, quand vous vous palpez, avoir un nodule, donc une masse, quelque chose de dur, et qui est au niveau du sein. Et je dois vous dire tout de suite que le cancer du sein n'est généralement pas douloureux. Quand vous avez un nodule qui est douloureux, vous avez peu de chances que ce soit un cancer. Le cancer est indolore au début, sauf quand c'est déjà un stade très avancé. Alors vous pouvez avoir des ganglions aussi qui apparaissent sous les selles ou bien au-dessus de la clavicule. Et à ce moment-là, ça peut être aussi un signe d'appel, même si vous n'avez pas vu le cancer, il faut tout de suite consulter parce que ça peut être un signe de cancer. Vous pouvez aussi également avoir des écoulements mamelonnaires qui sont sanglants, mais ça doit être toujours d'un côté. Vous pouvez avoir rarement le cancer qui atteint les deux seins. Donc généralement c'est d'un côté. Vous avez un écoulement mammelonnaire unilatéral, c'est un signe d'appel de cancer. Voilà. Ok. En dehors des signes ou des symptômes que vous venez de citer tout à l'heure, est-ce qu'il y a ce que nous appelons la différence en fait des symptômes ou encore des signes au début d'un cancer ou lorsque les cancers, je dirais lorsque les cancers est avancé ou il y a un avancement du cancer, est-ce qu'il y a la différence par rapport aux symptômes? Bon, voilà, quand le cancer commence, tout cancer c'est une maladie insidieuse. Ça signifie que la maladie commence de manière imprévisible. Et c'est pour ça que justement il y a l'importance de dépistage. La maladie, quand ça commence, généralement on n'a pas de signes. Quand vous avez un petit nodule, il n'y aura pas de signes, il n'y aura rien. Mais c'est quand ça avance que les signes apparaissent. Cela signifie que pour pouvoir dépister la maladie très tôt, ça c'est, je crois, la campagne qui doit être faite justement pour pouvoir sauver des vies humaines. Mais quand c'est déjà déclaré, bon, à ce moment-là, généralement, le traitement est très lourd et parfois sans beaucoup de succès en termes de survie. Donc il faut absolument dépister très tôt, parce qu'au début, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Ok. Alors, aimables téléspectateurs, nous sommes toujours en train d'évoluer dans le cadre de cette émission. Vous pensez participer dans cette émission? Nous sommes là, appelez-nous justement au numéro affiché au bas de vos écrans. En tout cas, vous allez intervenir, pourquoi pas, dans le cadre de l'Octobre Rose. Nous sommes toujours en train d'évoluer. Alors, Dr Bavid, est-ce que on peut-on, en tout cas, prendre du temps à vivre avec les cancers du sein? Bon, le cancer du sein, c'est une maladie qui évolue. Quand vous l'avez, que ce n'est pas traité, ça va vous amener à la mort. Bon, le délai de mourir, ça, je ne peux pas vous le dire, mais si vous êtes soigné, vous pouvez gagner du temps, vous pouvez aussi guérir. Quand vous êtes soigné à guérir temps, du cancer du sein, ce n'est pas une maladie mortelle. Non, non. Oui, ça, quand c'est avancé, oui, mais si c'est une maladie qui est traitée au début, vous pouvez très bien guérir de ça. Nous avons des personnes que nous avons eu à soigner il y a 40 ans et qui vivent, qui sont devenues grand-mères et qui n'ont pas la maladie maintenant, ils n'ont rien, ce sont des personnes qui sont guéries. Des cas pareils, ça existe. Mais si, pour cela, il faut absolument être dépisté à temps. Ça signifie qu'il y a des maladies, qu'il y a des signes, qu'il y a des lésions qu'on appelle précancéreuses. C'est-à-dire, avant que ça devienne un cancer, vous avez les premiers signes et à ce moment-là, si on les soigne, le traitement est très, très simple. Soit on enlève simplement les petits nodules et puis c'est fini, on vous surveille. Ou alors, il y a aussi, si à ce moment vous n'êtes pas réexposé aux causes qui provoquent le cancer, vous ne pouvez ne pas avoir le cancer après. Mais si vous êtes exposé aux causes justement qui donnent le cancer, vous pouvez refaire un autre cancer, mais ça ne sera pas le même cancer que le premier. Donc en fait, on peut être guéri de cancer quand c'est soigné à temps. Dans les pays développés, vous voyez, quand on a 40 000 cas aux États-Unis où il y a beaucoup plus de population qu'ici, c'est que là, la prévention existe. Mais parmi ces gens qui sont morts, il n'y a pas que les gens qui vivent aux États-Unis, il y a des gens qui viennent de l'Afrique, de partout, et qui vont là-bas avec leur cancer ou qui ne se soignent pas, comme ils n'ont pas l'assurance. Ce sont ces gens-là qui font les gros lots. Hein. Comme ici chez nous, on n'a pas de dépistage organisé. Nous avons beaucoup de cas comme ça de mortalité. Mais si c'est bien soigné, bien suivi, bien dépisté à temps, on peut guérir de cancer.
Ok, les téléspectateurs qui sont branchés en CNET moment dans le cadre de ces grands rendez-vous, en fait, les éléments déclencheurs ou encore les causes de cette pathologie. C'est quoi? C'est lié à l'alimentation, c'est lié au stress, c'est quoi en fait? Bon, le cancer du sein, c'est une maladie, comme on dit, qui dépend des hormones. Et c'est ça qui fait que chez les hommes, il y en a moins que chez les femmes. Parce que vous avez des hormones comme les estrogènes, qui, quand c'est à grande quantité dans votre corps, vous êtes prédisposé à faire ce genre de cancer. Par exemple, une fille qui a été chez laquelle on a enlevé les ovaires, elle ne fera jamais le cancer du sein. Parce que les estrogènes qu'elle aura, ça sera très peu. Mais celle qui reçoit, par exemple, qui prend les pilules, etc., celle-là est prédisposée à faire le cancer du sein à cause des hormones. Alors, donc ça suffit, il n'y a pas que la nourriture, il y a la prédisposition. Il y a des gens qui ont dans leur corps, ils ont hérité de leurs parents certains gènes. Et ces gènes, il y a des gènes qui protègent contre ces cancers-là. Alors si vous avez ces gènes qui changent de comportement, on appelle ça la mutation du gène, à ce moment-là, vous êtes prédisposé à faire le cancer. Ce n'est pas que cela, vous aurez le cancer parce que vous êtes prédisposé, mais s'il n'y a pas d'autres facteurs déclencheurs, alors à ce moment, vous ne ferez pas le cancer, mais ces facteurs déclencheurs sont nombreux dans la nature. Par exemple, chez nous, il y a la pollution. Vous avez des gaz, comme les gaz de véhicules, qui produisent le N2O, comme on dit en anglais. Plutôt en français, c'est le dioxyde d'azote. Et cela peut vous prédisposer, si vous aspirez ces gaz-là souvent, comme chez nous, ici, il y a beaucoup de véhicules qui produisent ce genre de gaz. Et ce gaz peut vous prédisposer peut provoquer, peut déclencher le cancer quand vous avez les mutations. Vous avez aussi le CO2, c'est comme on appelle ici l'effet de serre, là, le gaz. L'effet de serre, ces gaz peuvent vous prédisposer à faire le cancer. Dans l'alimentation, nous avons beaucoup d'éléments. Manger trop de graisse, je ne dis pas si on en mange pas beaucoup chez nous, mais je pense qu'on en mange beaucoup. Et ce genre de graisse animale mal consommée peut vous prédisposer à faire le cancer. Donc vous avez beaucoup d'éléments. Il y a donc la pollution, il y a le bisphénol qui se retrouve dans tout ce qui est plastique. Nous avons les bouteilles plastiques partout ici. Puis vous avez par exemple des emballages comment on appelle ça, des conserves. À l'intérieur, vous avez quelque chose il y a toujours un film pour conserver les aliments. Et ces films contiennent le bisphénol, qui est un facteur qui peut vous prédisposer à faire le cancer. Donc, c'est-à-dire que les boîtes à conserve sont dangereuses? Bien sûr. C'est pour ça que les aliments, par exemple, qu'on appelle transformés, il ne faut pas les consommer. Vous avez beaucoup d'additifs. Par exemple, vous regardez une boîte, on dit là-dedans, on a mis ça, beaucoup d'additifs. Ce ne sont pas des produits naturels ou bio. Et ça vous prédispose à faire le cancer. Donc c'est ça qui fait que le taux de survenue de cancer est très élevé chez nous actuellement en ville par rapport au village, parce que la pollution est très très importante et nous consommons beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas biologiques. Alors vous avez également il y a des comportements, par exemple, comme l'allaitement. La femme doit allaiter pendant longtemps. Quand elle met au monde, elle doit allaiter pendant longtemps. Ce sont des facteurs qui nous protègent contre la survenue des cancers. Mais en ville, les filles, elles veulent bien garder les poitrines, elles ne veulent pas allaiter. Bon, ça, c'est mauvais. Alors, il y a aussi des gens qui sont prédisposés, ce sont des filles, par exemple, qui ont eu les règles à 12 ans ou avant. Ces filles sont également prédisposées à faire le cancer. Alors, il y a le fait que, comme je parlais de personnes qui sont castrées, qui ne peuvent pas ça, mais alors il y a aussi le fait de l'âge de la ménopause. Si vous faites une ménopause précoce, vous êtes prédisposé aussi à faire le cancer. Bon, non, plutôt dans ce cas, le risque diminue, mais si vous faites la ménopause très tard, vous êtes prédisposé à faire le cancer. Okay. Oui. Donc, je parlais de la durée de l'allaitement, il faut allaiter pendant longtemps, le plus longtemps possible, cela vous protège. Voilà, Dr Bavie a parlé d'un élément très important, surtout un message pour les femmes et surtout beaucoup plus les jeunes femmes. Vous avez besoin de concevoir n'amitié. Vous avez besoin de concevoir vous faites des rapports sexuels non protégés. Après les rapports sexuels non protégés, vous prenez des médicaments pour ne pas concevoir. Alors, à chaque fois que vous le prenez, vous consommez.
abusivement, c'est très dangereux. C'est aussi un élément qui peut provoquer les cancers du sein. Donc, j'espère que, jeune fille, jeune maman, vous avez compris. Alors, nous évoluons toujours dans Terre Bavi parce que le message est au côté belé. Le message est au côté belé et pas... Il y a des téléspectateurs besoin d'un abisso. Alors, déjà, une question aussi par rapport aux moyens de prévention. Est-ce qu'il y a des techniques pour se prévenir de cette pathologie? Alors, comme je l'ai dit déjà un peu avant, il faut éviter de beaucoup grossir. Ça signifie qu'il faut contrôler son poids parce qu'il y a une transformation à partir de la graisse. On a également beaucoup d'estrogènes qui peuvent être lâchés dans le corps. Il y a le tabac, le tabagisme, le fait de fumer. Là, ce sont des facteurs de risque. Les personnes qui fument sont plus à risque que d'autres. Et les personnes qui boivent beaucoup aussi, qui prennent beaucoup d'alcool, sont prédisposées. Alors, il y a les aliments non transformés, je l'ai déjà dit. Il y a les légumes. Il faut manger beaucoup de légumes qui sont safe, comme par exemple, quand vous préparez votre légume, il faut mettre l'huile d'olive, par exemple, au lieu de mettre... L'huile végétale. Oui, il ne faut pas mettre, comment on appelle ça, mafutambi, là. Ça sont des huiles qui ne sont pas très recommandées. Donc, mais c'est naturel? C'est naturel, mais ça contient beaucoup d'autres éléments qui sont impurs. Tandis que l'huile, par exemple, de soya, l'huile d'olive, sont des huiles qui sont recommandées. Mais c'est cher alors? Oui, alors dans ce cas, ne mettez pas du tout d'huile. À ce moment, vous êtes alors beaucoup plus protégé. Vous pouvez manger sans huile aussi, hein, et vivre normalement. Donc ça, ce serait même la meilleure formule, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va manger sans huile parce qu'il n'y aura pas de goût. Alors, il faut je parlais de privilégier l'allaitement. Il faut limiter l'usage des hormones parce que ce cancer dépend des hormones. Il faut également ne pas trop s'exposer à la pollution, si c'est possible, mais comme la pollution c'est le problème de l'environnement, ça c'est le pouvoir public qui doit veiller à ce que la population ne soit pas exposée à ça. Je parlais aussi de bisphénol, je parlais de dioxine. La dioxine, ce sont des produits qui proviennent des brûlures du bois, des brûlures des pneus, tout ça comme on a ici en ville. Et à ce moment-là, ça va s'accumuler dans les graisses et finalement provoquer le cancer du sein. Bon, on a aussi les irradiations, ça signifie des radios, par exemple, qu'on doit faire. On doit prendre des précautions, on ne peut pas être très exposé à être irradié. Donc ça, c'est aussi le pouvoir public qui doit regarder avec toutes les antennes qu'on a ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'irradiation? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources d'irradiation qui peuvent effectivement augmenter le taux de cancer? Alors, comment accompagner psychologiquement une personne, un proche, qui est atteinte du cancer du sein? La première chose, c'est de lui montrer que ce n'est pas fini, qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Bon, généralement, il y a des personnes préparées pour ça. Il y a des psychologues qui accompagnent ces personnes là-bas. Mais si la famille est tout près, à ce moment-là aussi, on vit mieux, enfin, on n'est pas content, mais on vit mieux sa souffrance par rapport à une personne qui est tout à fait isolée. Il faut également que les médecins, etc., soient un peu plus attentifs et qu'on puisse lui montrer qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Parce que, comme on dit, avec l'espoir, on peut vivre plus longtemps. Donc ça, c'est très important. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il faut surtout beaucoup plus insister sur le dépistage. Parce que quand la maladie est dépistée très tôt, c'est bien. Bon, chez nous, on pratique beaucoup ce qu'on appelle l'autopalpation. Donc, la femme doit se palper elle-même, mais elle n'est pas personnel de santé. Et je voudrais lancer justement un appel à ce que tout médecin, qu'il soit gynécologue ou pas, qui consulte une femme, qui reçoit une femme, doit absolument lui demander, pour qu'elle lui explique, sinon on va dire, mais pas si ma belle, pour qu'il n'y ait pas ce genre de coopération. Il faut lui expliquer. Quand vous êtes un homme, il faut appeler une femme pour être à côté de vous, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations. Donc vous lui expliquer qu'il faut aussi examiner les seins. Quand les seins sont examinés, à ce moment-là, vous n'êtes pas sûr, mais vous êtes au moins sûr que si jamais il y avait quelque chose de visible, vous pouvez traiter la maladie à temps. Alors, dans le pays où on a la possibilité d'avoir la mammographie, c'est la radio des seins,
il faut disponibiliser ces machines. Je pense qu'ici, je fais appel au pouvoir public, on doit pouvoir disponibiliser les machines pour pouvoir dépister le cancer du sein très tôt. Quand ce sont des mammographes ou de la mammographie numérisée, on peut trouver des lésions très petites. À ce moment, on ne va pas couper le sein, on va juste enlever la maladie et puis c'est fini. Et si cela est possible, on peut dans les quartiers avoir des camions qui passent avec comme on fait avec la brasserie. Hein, il y a des camions ici qui passent avec la boisson régulièrement. Donc si on achète des appareils qu'on met dans des véhicules, les gens vont se faire dépister là-bas et puis s'il y a quelque chose, on les amène pour les soigner. Et les soins, c'est là très facile. Alors, autre chose aussi, il faut que les médecins soient formés pour pouvoir bien lire. Il faut avoir la machine, il faut avoir un personnel qui est qualifié pour lire les clichés, pour ne pas faire des erreurs. Donc, avec ça, on peut réduire de manière très significative la fréquence de cancer du sein. Des avancées médicales, y a-t-il des avancées significatives par rapport à la prise en charge de cette maladie? Oui, bon, voilà, je parlais de dépistage, mais même dans le dépistage, il y a l'IRM, par exemple. Ça, c'est encore beaucoup plus pointu. Ou bien la spectroscopie par IRM, cela vous permet d'avoir des lésions très petites. Et là, vous avez juste enlevé le petit nodule, puis la personne peut guérir et vivre pendant longtemps. Il y a aussi des appareils qu'on appelle les PET, ça signifie des positons. Donc des particules qu'on appelle positons qui sont émis par un appareil. Et alors à ce moment-là, on voit tout de suite que là, il y a un cancer. Et on peut traiter de manière plus précoce aussi. Donc il y a beaucoup d'avancées sur le plan de dépistage, mais sur le plan de thérapeutique, on a aussi fait de grands progrès dans la radiothérapie. On a fait de grands progrès aussi dans la chimiothérapie. Chimiothérapie, c'est qu'on utilise des molécules, donc des médicaments, et qui sont de moins en moins toxiques et qui sont tolérés et qui donnent de bons résultats. Ok, très bien. Alors, quand est-ce que la chirurgie intervient? La chirurgie intervient, comme j'ai dit au début, quand la maladie est très petite, on peut enlever la tumeur, mais quand c'est déjà un peu avancé, la chirurgie intervient après avoir fait soit la chimiothérapie ou la radiothérapie. Ensuite, la chirurgie intervient et puis on continue après avec la radiothérapie ou bien avec la chimiothérapie. J'aimerais que vous puissiez essayer un peu de définir très bien ces thèmes-là, la chirothérapie, pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Il y a d'autres qui ne comprennent pas quand lorsque vous dites la chimiothérapie et tout et tout. Alors quand on dit la chimiothérapie, ça signifie que bazako sala ngona kisi, bapesi kisi, pour tumeur wana ekonda ou toisila. Donc ça c'est, on donne des médicaments, ça peut être des médicaments qu'on injecte ou des médicaments par la voie buccale. Et on fait ça par quelques séances. On ne fait pas ça toute la vie, on fait puis il y a une période de repos, on reprend. Bon, ces médicaments, évidemment, ils ont d'autres effets aussi sur le corps, notamment la perte des cheveux. Par exemple, quand on fait la chimiothérapie, les cheveux peuvent tomber et puis ça peut noircir votre peau, etc. Vous pouvez avoir, disons, une figure qui change un peu. Et puis, ça donne également, comme ça tue les cellules, ça peut également abîmer certaines cellules dans le corps. Donc, ça doit être surveillé. On fait ça à l'hôpital. Et alors, ça, c'est la chimiothérapie. Donc, ce sont des médicaments. Mais il y a plusieurs médicaments. Selon le stade de la maladie, puis selon la sensibilité de l'individu aussi. Comment est-ce que la personne supporte sa chimiothérapie? Alors, il y a la radiothérapie. Ça signifie qu'on envoie des rayons qui bombardent les cellules. Ça brûle les cellules. Oui, ça peut être le cobalt, il y a le césium, il y a plusieurs types de rayonnement et qui font que ces cellules sont brûlées. C'est comme quand vous prenez du feu, vous approchez par exemple près de la viande peut être brûlée. Donc ce sont ces rayons-là, mais ce n'est pas, enfin, j'ai donné cet exemple, mais ce n'est pas qu'on va mettre du feu dans le sein de quelqu'un. On envoie des rayons qui proviennent d'une machine qui fait l'irradiation ou qui fait la radiothérapie, pour pouvoir détruire ces cellules cancéreuses. Mais seulement, l'inconvénient, c'est que ça peut aussi brûler des cellules qui ne sont pas cancéreuses. Donc ce sont des effets évidemment indésirables, mais qui sont contrôlés. Ça doit être surveillé par des spécialistes qui le font. Donc c'est ça la radiothérapie et la chimiothérapie. Mais la chirurgie, ça signifie qu'on coupe, on enlève la maladie. Voilà. Très bien, il y a vraiment un grand éclaircissement par rapport à cette
pathologie. Alors, nous arrivons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il faut favoriser entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle? Concernant cette maladie, il faut se faire traiter, il faut aller se faire traiter, c'est le praticien, il faut aller à la médecine moderne. Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis? C'est dommage que papa, on prêche pour sa chapelle, mais comme vous savez, pour pouvoir faire, par exemple, pour traiter le sein, ce n'est pas une seule personne qui traite le sein. Le sein, d'après le stade, il y a 3 groupes, non même plusieurs. Il y en a un qui fait le diagnostic, qui regarde, dit ah, ça c'est telle maladie. Non, le premier c'est le médecin généraliste qui dit non, mais j'ai trouvé quelque chose d'anormal. Ça c'est la personne qui fait le premier dépistage, on peut dire. Ensuite, il va voir un spécialiste. Le spécialiste va dire tiens, le stade est celui-ci parce que j'ai fait tels examens et il faut maintenant envoyer par exemple chez les radiothérapeutes. C'est celui qui va faire la radiothérapie. Il va brûler ça avec la radiothérapie. Et quand celui-là finit, il dit non, je vais vous envoyer maintenant chez les chirurgiens. Le chirurgien va enlever ce qui reste et qui n'a pas été brûlé. Ensuite, on dit, bon, il y a toujours des cellules qui sont là, on renvoie à la radiothérapie. Ou bien, on fait la chimiothérapie avant, et on dit, la tumeur a déjà diminué de volume, maintenant vous pouvez aller pour la chirurgie. Le chirurgien opère, ensuite, celui qui fait la chimiothérapie continue. Donc, on travaille vraiment en équipe. On ne peut pas décider de traitement de cancer du sein tout seul. C'est une équipe qui se met ensemble, dit qui est-ce qui va commencer le premier. Donc il y a les radiothérapeutes, les chimiothérapeutes et puis les chirurgiens. Voilà. C'est une équipe, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un long processus. Oui, c'est pluridisciplinaire, il faut plusieurs personnes. Aussi, celui qui fait les images, il sera là aussi parce qu'il dit voilà, j'ai vu ça, je pense qu'il faudra faire ceci. Donc lui aussi, il oriente le traitement. Alors, il y a le 5e que je n'ai pas cité, c'est celui qui... Parce qu'on ne peut pas dire que vous avez cancer si on n'a pas fait la biopsie. La biopsie signifie qu'on prend une partie des tissus, on va examiner au microscope, ou chercher tout ce qu'il y a comme les immunomarqueurs et tout ça, savoir qu'est-ce qu'il faudra faire, quel type de médicament on va utiliser. Et ça, c'est celui qui fait l'histologie, donc c'est celui qui examine les tissus, qui va déterminer quel type de radiothérapie, plutôt de chimiothérapie il faut utiliser, qu'il faut faire. Donc c'est toute une équipe de gens. Pour soigner une personne, il faut au moins 5-6 spécialistes. Très bien. Alors, concernant je n'ai pas cité les gens qui font, quand la maladie est très avancée, qui font la médecine palliative. Là, il n'y a qu'une équipe de gens qui ne s'occupent que des douleurs. Et ils sont spécialisés pour calmer vos douleurs. Voilà, donc c'est vraiment plusieurs personnes. Sans compter aussi les infirmières qui sont spécialisées pour soigner accompagner les gens qui font le cancer. Et puis les pasteurs et les prêtres, etc., qui doivent les accompagner aussi, et les psychologues. Donc il y a plusieurs personnes autour de ces personnes quand la maladie est très avancée. Ok. C'est tout? Bah, il y a l'État aussi qui doit donner les moyens. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé ici au sein de la clinique concernant Octobre Rose? Est-ce qu'il y a une activité prévue? Bon, nous n'avons pas pensé qu'on allait, sinon on ferait deux événements par an. Et nous avons le mois de mars, qui est une année, qui est le mois dédié aux femmes. Okay. Et alors, on fait ça généralement au mois de mars. Le mois de mars, on fait du dépistage du cancer du sein et du cancer du col. C'est depuis 10 ans qu'on le fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour participer à ce dépistage précoce? Bon, nous sommes tristes de dire que pour avoir les gens qui viennent spontanément au dépistage, ce n'est pas dans notre culture. Je pense que si vous allez là-bas, on va trouver la maladie. Donc, aux Olukandais, au Bela, c'est comme si le fait de se présenter devant un médecin qui va trouver la maladie, c'est comme si c'est quelque chose, comme une malchance. Alors qu'on devait le faire spontanément pour pouvoir guérir. Dans les pays avancés, les maladies ont reculé parce qu'il y a la prévention. La prévention signifie le dépistage. Mais malgré qu'on fait des émissions dans les chaînes que vous faites, les sensibilisations là, mais il y a très peu de gens qui se présentent, très peu. C'est manque de conscience. C'est quoi en fait? Oui, mais il y a plusieurs centres, donc s'ils n'ont pas confiance en nous, ils peuvent aller ailleurs. Mais non, manque de confiance personnelle.
je ne sais pas comment qualifier ça, mais je crois que c'est notre mentalité. On préfère dépenser pour autre chose que pour l'essentiel. Il faudra peut-être sortir de ce genre de schéma-là. Il faut que la femme, parce que si nous parlons souvent, enfin surtout des femmes, qu'elles sachent qu'avant d'avoir le cabello, on peut aussi dépenser un peu pour la santé. Et surtout que la santé n'a pas de prix. Voilà, mais si la maladie est dépistée au début, il n'y a pas grand frais à payer, c'est très peu. Parce que pour enlever une petite tumeur du sein, si c'est quelque chose que n'importe quel médecin peut faire, et ça ne coûtera pas cher. L'hospitalisation sera peut-être un jour. Mais quand vous avez le cancer avéré, vous avez plusieurs jours d'hospitalisation, de souffrance avec la chimiothérapie, la radiothérapie, l'opération. Et puis vous savez très bien que d'ici peu, vous allez partir. Mais si vous êtes soigné à temps, vous êtes sûr que vous allez guérir. Donc, je crois qu'il faudra peut-être continuer à faire la sensibilisation. Et surtout que le dépistage est gratuit. C'est gratuit, il paye que le transport. Parce qu'il peut aussi venir à pied s'ils sont dans les environs. Mais même ça, je ne sais pas s'il faut vraiment leur donner de l'argent pour venir à pied. Donc il faut vraiment sensibiliser les gens. Ok, très bien. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, et même téléspectateurs. Alors, Docteur Bavie, une dernière question par rapport toujours à la sensibilisation. Il y a des moments où il y a des femmes qui sont en train de nous suivre. Conseil au couper sabar. J'ai préféré Zalana Lingala pour que Baldabiso Pinta Malamala. Bon, Eroko Ariboso, il faut, ce que vous allez courir, il faut courir à Biroko Oyo, et allez d'être bien en français bio. Par exemple, beaucoup vite écouter kunayo na bilanga nayo. Ok, olambi na mai, au type peut-être mafuta moke, au lait. Vous courir à ngona fufu. Bon, il faut éviter courir à Biroko za na ba boîte. Vous allez Biroko vous allez transformer. Courir à ba saucisse, ba Biroko andenge wana mingi vous allez bien te. Il faut courir à nyama oyo vous allez ba conserver encore mingi te. Donc ba vomi ole yango mbala moko. Eloko mususu pona mafuta, c'est vrai tolinga mafuta mbila mingi, mais c'est mieux d'utiliser ba mafuta oyo mususu. Ba benge ba huile d'olive, ba huile de soya, so que za cher okoti yango mingi te, oti moke et kopesa okikulia bien. Eloko mususu ezali soki oboti, il faut komeisa mwana ndenge ome sarbi ome pendant 6 mois, mais soki omelisi me pendant 2 ans et kosa eloko ya mabete na nzoto na yo. Wana ko protéger pona cancer. Alors ce qui, bon, makamususu dépend de la bisote, ça dépend, disons, na bakonzi ya mboka, ba véhicule ozali kubimisa ba gaz mingi, il faut ba tala yango bien etambola mingi te. C'est vrai tozali na contrôle technique, mais il faut vraiment ba tia sete na sika wana. Bon, eloko mususu ezali ba kutumba ba moto par-ci par-là na cité, et puis kupesa pe ba gaz mususu ekota na nzoto na biso ekofavoriser pe cancer. Quand cancer ya santé, mais peut s'appeler un cancer ya prostate, on a allé prouver. Et donc mususu ezali ba kiso bana basi ba mena kapa pa po ba zoazimité ba estropogestatif po papa ba abuser po mingi ba somba kango te ngana nazo sa rapport nazana ba kisi ngana na meli ba zombela yango lokola ba zoli yanguba ezamabe parce que yango pe ko prédisposer bango ba ya ko sala cancer plus tard. Voilà, donc il faut que tu aies l'habitude de voir. Et puis, que ça la physique, pour la physique, vous en avez besoin de bon côté. Il suffit qu'à la terre en bas simple, on va dire que Kima, que ça la physique. Ceux qui ont ça chaque jour 30 minutes, ils allaient bien. Mais si ce n'est pas possible, il faut au moins une fois par mois, plutôt par semaine, que ça la physique. Comme ça, qu'on réduire la graisse, dans notre il faut qu'on évite qu'on mette la mine. Pourquoi c'est que tu as dit, ceux qui n'ont rien, tu as dit, 15h30, ce que bimi parce que nous faisons que pour les comme banganda et comme terrasse la terrasse comme la masanga belé on a pesé que disponible tout ça la cancer. Donc prenez l'alcool mais avec modération. Oui, mais si tu prends pas du tout, c'est même aussi possible, on peut vivre sans alcool aussi, hein. Mais s'il faut vraiment prendre, il faut pas prendre plus de 2 verres par jour. Alors, peut comer la macaya, ezala, musu babenga soki bombe za macaya teme, biloko ndenge wana il faut pas, tout ce qui est toxique il faut pas prendre. Na ba cigarette, à part babangi wana cigarette nyonso ezali toxique, donc il faut éviter yango nyonso.
docteur, vraiment pour votre volonté de participer à notre émission, pour votre permanence. Merci, merci à vous. Alors, imam téléspectateurs, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci beaucoup à mon équipe. Merci beaucoup à la production. Le docteur a tout dit. Donc, j'espère que Bosu Penza va éclaircir dans la zone d'ombre. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.